Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. « 14 novembre 2020, port de commerce de Brest. Les protagonistes de cette aventure, Robin Faïtaz, chercheur à l'Ifremer, spécialiste des interactions entre animaux marins et engins de pêche, Yacine, élève de seconde au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Robin part 24 jours en mer pour recenser les poissons. Nous revivons avec lui cette expérience extraordinaire. Plongeons dans la pêche scientifique. Nous sommes devant un bateau bleu, jaune et blanc. Il mesure 75 mètres de long. Son nom est inscrit en lettres bleu marine à l'avant, Thalassa. Ce navire océanographique de l'Ifremer va être notre maison pendant un petit mois. À ce moment-là, Robin, vous êtes dans quel état d'esprit ? Moi je suis très excité, j'ai déjà embarqué en mer plusieurs fois, j'ai déjà fait des campagnes, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'embarque vraiment sur un navire d'Ifremer, et moi c'était un petit peu mon rêve d'enfant, donc c'est vrai que d'arriver de voir ce grand bateau qui nous attend à quai avec tout le matériel qu'on est en train de charger, c'est assez excitant, donc j'ai hâte de partir. Il y a du monde autour de nous, 28 marins, on est 14, vous êtes 14 scientifiques. On ne connaît pas tout le monde. Moi, en l'occurrence, je connais une seule personne, c'est un technicien de mon labo avec qui on est parti et que je vais découvrir en fait même un peu plus pendant cette mission. Mais on dort où ? On a des cabines doubles avec une couchette chacun, avec une petite salle de bain, un WC, une douche et un maître d'hôtel qui nous change des draps une fois par semaine. Oui, j'ai entendu ça, c'est fou. Donc toutes les semaines, en fait, on n'a rien à faire, il y a quelqu'un qui vient changer nos draps. C'est magique. Pour être tout à fait honnête, c'est mieux qu'à la maison. Alors on défait nos valises qui sont bien chargées, bottes, cottes à bretelles et pantalons tirés, polaires, grosses chaussettes, gants. Attendez, on part au pôle Nord ou quoi ? C'est un petit peu ça, parce qu'en fait on va travailler dans une salle qui est réfrigérée, entre autres. Donc on sera en sous-sol du bateau et il va faire souvent moins de 10 degrés, donc il faut tout le temps être habillé chaud. On a les mains dans l'eau froide, on a un peu froid partout et du coup il faut, pour tenir sur la durée, il faut s'habiller chaud. Puis on va pas au pôle Nord, mais on part vers le Nord quand même là. Un petit peu, d'abord plein ouest et puis après on bifurque vers le Nord, mais globalement à partir du moment où on est au milieu de l'océan, il fait pas très très chaud dans cette région-là. Donc pour situer un peu, on a une centaine de kilomètres de la côte irlandaise, c'est ça ? Entre 100 et 300 kilomètres des côtes, donc on est assez loin des côtes, on les voit quasiment jamais. Mais c'est quoi l'objectif de cette mission ? Ça, c'est une mission de pêche scientifique. Donc, c'est une mission qui est récurrente, qui est faite tous les ans depuis plusieurs années à différentes stations. Donc c'est différents stops, différents sites qui vont être échantillonnés d'une année sur l'autre. Et on va suivre exactement le même protocole. Et le but de ça, c'est d'abord d'essayer d'estimer combien il y a de poissons dans la mer, pour savoir au final combien on va pouvoir en pêcher, et d'estimer les changements de population qu'il y a eu au cours des années. Donc en fait, on va être capable de comparer avec les années précédentes. Ça remue pas mal quand même là sur le bateau. C'est force 11, donc c'est la force la plus haute qu'il y a sur l'échelle Beaufort, c'est pour estimer le vent. C'est des vagues quasiment de 8 mètres. C'est des grosses vagues, oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va dîner tôt, 17h30 pour s'endormir le plus tôt possible, puisque ça va sacrément secouer cette nuit. Tu me disais, Yacine, d'ailleurs, que tu étais déjà monté sur un bateau pour une grande traversée. C'était où déjà ? C'était une traversée pour aller en Tunisie. C'était des vagues de 8 mètres aussi ? Non, c'est rien du tout, on les sent même pas. C'est vrai, ouais. Bon, mal de mer, tu sais pas si tu es sensible ou pas ? Non, je suis pas sensible, parce que souvent on peut les sentir, mais ça va. Eh ben, vous avez bien de la chance. On est réveillé par pas mal de bruit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça, Robin ? Ce n'est pas que le bruit des vagues et du vent, même s'il y en a encore pas mal à l'extérieur. Ouais. Mais en fait, on est en train de mettre le premier filet à l'eau.
Donc là, le filet, c'est un chalut à grande ouverture verticale. Donc c'est un chalut, c'est un filet de pêche qui est tracté derrière un bateau, qui va aller racler le fond et pêcher les espèces qui sont un petit peu au-dessus. Et en fait, ce chalut, pour le mettre au fond, il faut qu'il y ait des panneaux. C'est des panneaux qui servent à ouvrir, qui sont très très lourds et qui font énormément de bruit. Donc il y a des chaînes, des panneaux, donc ça tape, ça remue, il y a les treuils qui bougent. Donc là, c'est impossible de dormir. Tout part à l'eau. Et ensuite, on a un petit peu de répit, le temps de prélever les espèces avant de ramener à bord. Il va à quelle profondeur ce filet? Eh ben, ça dépend de la zone où on est. Donc, on a pas mal d'habitats en fait qui sont différents et qu'il faut étudier. Ça va être d'une trentaine de mètres de profondeur au minimum à 300 voire 350 mètres de profondeur pour les stations les plus profondes, Oui, parce que, les endroits les plus profonds. ouais, vous le disiez, il racle le fond. Ça vous pose pas un petit problème de conscience, ça, de défigurer quand même le paysage sous-marin? Oui et non, alors là c'est toute la difficulté de notre métier parce que nous on travaille, donc on est à l'Ifremer, le but n'est pas d'interdire la pêche, mais maintenant vraiment c'est la motivation principale de notre travail, c'est de pêcher mieux. Donc c'est pas d'arrêter de manger du poisson, c'est de trouver des solutions pour réduire au maximum tous les impacts que la pêche va avoir sur le fond. Mais actuellement, là c'est la grosse différence entre autres entre le milieu terrestre et le milieu marin, c'est que on peut pas juste se mettre à la surface de l'océan, regarder et dire ah ben là il y a tant de poissons, on va pouvoir en prélever tant pour la pêche. Et du coup on est obligé de faire ces prélèvements qui sont très invasifs, ça on en a conscience. Et c'est notamment pour ça qu'on cherche des méthodes alternatives pour les évaluations de stock. On a commencé à mettre en place une campagne pour l'évaluation du concombre de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, où on fait du prélèvement qui va être que à partir d'imagerie, donc il n'y a plus de prélèvement biologique. D'accord. Et le but c'est vraiment de limiter au maximum l'impact tout en ayant la même qualité d'information que ce qu'on arrive à avoir au chalut qui pour l'instant reste inégalé, même avec les approches un peu plus complexes d'ADN environnemental et autres. Donc on n'aura plus besoin de les pêcher, ce sera simplement des photos, pour simplifier. Mais pour l'instant on n'y arrive pas encore. « 20 minutes plus tard, le filet remonte. Ça ressemble à quoi, un gros filet comme ça? Il y a combien de poissons? On a une idée déjà? On n'a aucune. Alors c'est ça, c'est toute l'excitation qu'il y a à chaque fois, c'est tant que le chalut n'est pas arrivé à la surface, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans, donc on ne sait pas non plus le travail qui nous attend derrière. Donc en fait, là c'est clairement le moment où tout le monde sort et tout le monde regarde le moment où le chalut arrive à la surface. Quelle surprise il nous révèle! Et ça peut être entre une petite centaine de kilos à plusieurs tonnes, voire dizaines de tonnes. Ah oui, quand même. Au maximum. Alors, on va peut-être faire un petit point vocabulaire quand même, histoire que l'on s'intègre un peu. Là, le filage, c'est quand on met le filet à l'eau. Le virage, c'est quand on le remonte. On pourra discuter comme ça, c'est bien ça? C'est ça. Donc, c'est comme ça, quand on se la vire... péter un peu devant les marins. Ouais, voilà. Pourquoi le bateau tangue autant? Parce qu'en fait, il faut imaginer que le bateau, certes, il fait 75 mètres de long, mais en fait, il se transforme en une petite coque de noix qui va être tirée, retenue par le filet à l'arrière, et du coup, qui va balancer en avant, en arrière, sur les côtés, dans tous les sens. Là, et ça, pour le mal de mer, pour Yacine, du coup, ça ira. Mais pour ceux qui sont un peu sensibles, au début, c'est un peu difficile. Ah bah oui, parce que là, c'est vrai qu'on est ballotté encore dans des vagues qui sont toujours très importantes. Et en fait, le bateau est presque à l'arrêt, quoi. C'est ça la difficulté, c'est qu'il est arrivé, donc les vagues le soulèvent, le tournent d'un côté, il y a des bruits dans tous les sens et tout ça, c'est le moment un peu sport. Et pendant ce temps-là, on fait quoi, nous? Et nous, dès qu'on a vu à peu près la quantité de poissons qui va arriver, on a quelques minutes pour courir en bas, mettre nos bottes, notre côte cirée et nos polaires en fonction de notre résistance au froid. Allez, c'est parti. Donc là, on patauge au milieu des poissons. Le but ici, ça va être de trier tous les poissons qu'on va avoir pêchés, de les peser, de les mesurer et de relâcher les espèces qui sont les plus fragiles pour les remettre vivantes en mer. Il y a un petit tapis roulant qui va faire passer le poisson et donc on est en ligne, on est 2 lignes de 5 et on va tous trier. Donc les premiers vont extraire par exemple les plus gros poissons, après le deuxième va prendre les plutôt petits et en fait on va réduire un petit peu la taille des individus, donc parce que plus c'est petit, plus c'est difficile à trier et à sortir. Ouais. Et donc le but c'est qu'à la fin, une fois que le tapis est passé devant les 10 ou 12 personnes, qu'il n'y ait plus rien à trier et que tout soit dans les caisses par espèce identifiées. Waouh. Et vous connaissez toutes ces espèces de poissons, Robin? Non. C'est Non, bien, vous êtes honnête. C'était principalement pour ça que
que j'ai embarqué sur cette campagne, parce qu'en fait, donc je suis arrivé à l'Ifremer il n'y a pas très longtemps. Je connaissais pas du tout les espèces de mer celtique. Enfin, je connaissais la morue, le merlan, le merlu. Ce qu'on a dans notre étal, quoi. Et encore, peut-être même pas tous. Mais vraiment, la difficulté, c'est quand on a un merlu et un merlan juvénile à côté, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence ? Quand on a un chinchard de l'espèce Trachurus ou Trachurus mediterraneus, qui sont très différents, une fois qu'on a compris pourquoi ils sont différents, quand on les met à côté, c'est presque impossible de faire la différence. Et en fait, c'est vraiment pour apprendre et pour comprendre un peu avec quelles espèces on travaille, parce que quand on travaille derrière un ordinateur, souvent, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'il y a, du poisson, de la matière qu'il y a derrière, en fait, derrière les chiffres qu'on utilise. Et donc là, on est un peu au début les boulets qui devront tout le temps demander à nos collègues. Alors, par contre, excuse-moi, c'est quoi là ce poisson ? La technique, ça va être de se mettre à côté des personnes qu'on connaît. En l'occurrence, il n'y en a qu'une. Donc ça va être un peu la même personne qu'on va embêter au début pour lui demander à chaque fois, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et vraiment, ça prend plusieurs jours d'entraînement et de pratique pour réussir à être un petit peu plus à l'aise et les reconnaître en moins de 3 heures. Parce que si on passe du temps, on finit par y arriver. Oui, mais vaut mieux assurer ça marche plus. Bon, du coup, là, mon collègue m'a dit que ça, c'était bien la caisse de merlan, et moi, je suis en charge de m'occuper de la caisse de merlan. Une fois qu'on l'a pesé et qu'on les a mesurés, on va lui prélever des otolithes. Les quoi ? Les otolithes. C'est des petits os qui sont dans l'oreille interne du poisson et qui leur servent à se représenter dans l'espace en 3 dimensions. Donc le gros intérêt, en fait, c'est que ces otolithes vont se développer comme les stries des arbres, les stries de croissance des arbres. Et donc en comptant les différents petits traits, on va connaître l'âge du poisson. Donc en fait, c'est un os qui est plus ou moins rond ou allongé ou ovoïde, et en fait qui va se déplacer dans une cavité. Et donc quand le poisson va se pencher à gauche, par exemple, l'os va tomber à gauche, et le poisson va savoir, je suis sur le côté, il faut que je le remette un petit peu plus droit. Et en fait, ces os-là, donc, ils ont leur forme qui est spécifique par poisson, les tailles et les formes, et on peut les prélever. Donc pour ça, il faut leur couper le crâne et prélever le petit os, et surtout bien noter à quel poisson appartenait ce petit os. Parce que c'est fastidieux. Mais attendez, ça veut dire que vous les tuez ? Ces poissons-là, oui. Et ça vous dérange pas ? Ça ne nous dérange pas. Enfin, c'est dans le but de pêche scientifique, donc c'est encore là, ça revient un peu avec l'ambivalence qu'on a dans notre métier, où le but c'est de pêcher le mieux possible. En fait, pour pêcher le mieux possible, actuellement, on est incapable de faire autrement qu'en prélevant pour savoir combien il y a de poissons dans la mer, comment ils se portent, et comment ils ont grandi les années précédentes. Et du coup, on est obligé d'en sacrifier quelques-uns. Donc en fait, ça c'est un peu la campagne scientifique sacrifice, mais qui sert à gérer le mieux possible l'ensemble des stocks de poissons. Mais alors, rassurez-moi, on va pas devoir compter les stries après sur ces otolithes ou fouiller le microscope, j'imagine, en plus, pour voir ça. Il faut le faire au microscope, parfois il faut utiliser des colorants et tout ça, donc ça on va pas du tout le faire à bord. Donc il faut bien, on note tout, donc toutes les informations pour pouvoir réidentifier chaque petit os. Et ça va être fait ensuite à terre, parce que sur un bateau qui bouge, faire des petites découpes millimétriques sur un otolithe, c'est pas gagné. Il est 10h30, on a terminé enfin de trier tous les poissons. On est un peu dans un sale état là. On se rince un petit peu, on enlève tout, parce que l'avantage c'est qu'en dessous on a des habits qui sont à peu près propres. Eh oui. On enlève tout. On va prendre un café. On peut aller prendre un café. C'est pas mal ça. Dans les serpents. Non, dans le... Les pêcheurs ont remonté un nouveau filet, mais pas de chance, ce filet est rempli de poissons sangliers. Là, on en a pêché 10 tonnes en seulement 10 minutes de temps de pêche. 10 tonnes. 10 tonnes. C'est beaucoup. C'est énorme. Et puis il a une petite particularité, ce poisson sanglier. Le poisson sanglier, il fait partie de la même famille que le Saint-Pierre, si vous avez déjà vu des Saint-Pierre sur les étals, qui ont des grandes épines dorsales, donc c'est la nageoire qu'ils ont sur le dos, qui est extrêmement pointue et qui nous traverse les doigts, les mains, les bottes, la totale. Et du coup, là, on sait que pendant un paquet d'heures, on va prendre cher. Oh, mais du coup, on est obligé de les trier quand même ? On est obligé de tout trier. La difficulté, c'est qu'il faut trier, à la limite, estimer qu'il y a 10 tonnes. On ne va pas mesurer les 10 tonnes, hein, c'est inutile, on va en mesurer un petit échantillon. Mais il faut quand même sortir toutes les autres espèces qui étaient à l'intérieur. Alors les sortir, c'est-à-dire qu'on les libère dans l'eau ou là c'est fichu pour eux ? Ça dépend en fait. Donc, quand c'est des poissons
on les sort du lot et là on va faire le protocole normal, donc on va les peser, les mesurer et prélever les otolithes. Mais par contre tous les élasmobranches, donc c'est avec tout ce qui est raies, requins et les chimères, eux l'objectif c'est de les libérer le plus vite possible parce qu'en fait eux ils survivent assez bien à la pêche, donc ils vont survivre assez longtemps quand on va les sortir du chalut, le temps qu'on trie et tout ça, qu'on les remette à l'eau, le taux de survie est presque de 100%. Donc eux ils ont un traitement spécial. En fait il y a une personne tout le temps qui est dédiée à récupérer tous les élasmobranches le plus vite possible dès que le chalut arrive dans la cale, et on va les sortir et on va les mettre dans un bassin qui est oxygéné pour maximiser du coup leurs chances de survie. Et ensuite on va quand même les sortir un par un, les peser, les mesurer. Là on leur prélève pas les otolithes, mais tant mieux parce qu'ils n'en ont pas, donc ça sera un petit peu dommage. Effectivement. Et ensuite on les libère à l'eau un par un pour donner une chance de survivre le plus possible. Bon bah c'est parti, on y va. Là le poisson sanglier, c'est un sacré bizutage. Là, je suis dans la cale, ça me rentre dans les doigts, ça me traverse les gants, même les avant-bras à travers la côte cirée. Ça traverse les bottes quand il faut aller à l'intérieur pour les pousser, pour réussir à faire avancer ces 10 tonnes de poissons. Et en plus, ça pue. Donc vraiment, on en a de partout et on en a par-dessus la tête. Moi, je vais prendre l'air. Ah, il y en a encore, d'accord, super. Il est quelle heure ? À ce moment-là, perso, moi j'ai le mal de mer, on s'écorche les mains. Et le fait de compter les poissons, ça peut aboutir à de nouvelles lois ? Oui, dans le sens où, encore une fois, c'est pas l'action de compter les poissons, mais ça va être tout ce qu'on va en faire derrière. En fait, en comptant les poissons tous les ans, par exemple, si on prend le cas de la morue, on voit que depuis 10 ans, il y en a de moins en moins en mer Celtique, donc c'est dans la zone qui nous intéressait. Et là, depuis quelques années, il y a un moratoire, donc il n'y a plus le droit de pêcher la morue dans cette zone-là. Mais c'est pas forcément ça qui va permettre de revenir parce qu'il y a la pêche, mais il n'y a pas que la pêche, il y a aussi le changement climatique. On voit déjà l'impact du réchauffement climatique sur les poissons qu'on pêche là ? Oui, alors toute la difficulté, c'est vraiment de réussir à distinguer l'impact du changement climatique de l'impact des activités anthropiques, donc des activités humaines. Si on prend encore une fois le cas de la morue, il y en a beaucoup moins. Est-ce que c'est parce que la morue a été surpêchée ? Est-ce que c'est parce que les eaux sont trop chaudes pour l'espèce actuellement ? A priori, c'est pas que le changement climatique, c'est pas que la pression de la pêche, c'est vraiment un mix des deux qui, dans le cas de certaines espèces, va être particulièrement défavorable et plus favorable dans le cas de d'autres espèces qui vont du coup avoir un peu plus de place et un habitat plus favorable pour se développer. Bon allez, faut qu'on y retourne parce qu'il nous reste 8 tonnes de poissons sangliers à trier là. La journée est passée extrêmement vite, c'est l'avantage de travailler tout le temps. Et ce soir, c'est un peu particulier, j'ai cru comprendre, Robin ? Ce soir, c'est dimanche. Alors, quand on part longtemps en mer comme ça, on perd un petit peu le compte des jours. Et en fait, les repas ont un rôle primordial, pas seulement pour nous nourrir, mais aussi parce que ça nous permet de nous recaler un petit peu sur le temps terrestre. Et en fait, le dimanche, c'est le jour où on a un repas de fête. On va avoir du bon vin, on va avoir entrée, plat, fromage, dessert. Et quand parfois on a oublié que c'est dimanche, c'est vraiment une excellente surprise de voir le menu et se dire « Oh, ça y est, on est dimanche !» Finalement, c'est pas si vite. Et du coup, en parlant de menu, c'est quoi ? Il y a quand même souvent du poisson, mais là, par exemple, c'est de la langoustine ultra fraîche, avec une petite mayonnaise maison. Et je suis pas le seul à avoir fait ça, mais j'en ai tellement mangé que j'ai pas trop mangé des restes des plats qui avaient été préparés. Mais il y a une table de ping-pong. Tu joues, Yacine, ou pas ? Non. C'est du tennis, mais c'est... Oui, du coup, je pense que le ping-pong, ça va quand on fait du tennis. Bon, j'ai cru comprendre que Robin se débrouillait pas trop mal. On y va ? On tente une petite partie ? On peut essayer. Là, en plus, ça bouge un peu, vous verrez, c'est sportif, c'est rigolo. Alors, c'est très bizarre, parce que la balle, je la lance, mais elle va pas où je veux. Comment ça se fait ? Si je tape la balle un petit peu vers le haut et qu'à ce moment-là, le bateau va monter, la balle va descendre d'un coup, par exemple, et s'écraser contre la table, ou si, à l'inverse, le bateau va remonter à ce moment-là, la balle va flotter en l'air pendant quelques secondes avant de s'écraser. Et donc, c'est vrai que c'est complètement... le cerveau a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe au début, parce que pour nous, ça bouge pas, mais on voit cette balle qui a des comportements complètement hallucinants. Bon, on va pas se coucher trop tard non plus, parce que demain, on doit se lever tôt. 6h30. Nos réveils sonnent. Allez, debout, on s'est couché un peu tard et la nuit était dure, mais il faut quand même sortir, parce que la science n'attend pas.
Là, ce matin, avant les premiers filets, on va aller mettre le pagure à l'eau. Donc le pagure, c'est un traîneau vidéo qu'on va descendre sur le fond et qu'on va tracter sur le fond très très lentement pour filmer les espèces sans les prélever, qu'on va tracter pendant une demi-heure à peu près sur le fond. Donc ça, c'est une manip qu'il faut faire en dehors de la manip principale, donc en dehors du filet. Donc il faut la faire avant le matin ou après le soir. D'accord. C'est compliqué. Le réveil est un peu difficile, mais heureusement, là, ce matin, il y a un petit peu de vent et un peu de pluie, donc ça va vite nous réveiller, quoi. Ah, quelle bonne nouvelle. Et ça, on va devoir le faire combien de fois? Eh bien, tous les jours. Non, pas tous les jours. Bah, après, si on est 3, on va pouvoir se relayer, comme ça sera chacun son tour, le petit réveil qui pique le matin. Et le filet qui traîne là derrière, c'est pour quoi faire? Oui, on a failli l'oublier celui-là. Ça nous est arrivé parfois de l'oublier, parce que c'est encore une manip supplémentaire qu'il faut faire en plus. Le plus difficile en fait dans les campagnes, c'est d'aller en mer. Donc quand on est en mer, on essaie d'optimiser au maximum le temps qu'on a. Et du coup, on va essayer de prélever aussi, donc ça c'est pour une autre équipe qui va récupérer les échantillons quand on va débarquer. Et eux, ils veulent compter combien de microplastiques à la surface de l'océan. Le filet mental, c'est un petit filet qui fait à peu près 1 mètre et qui va filtrer tous les microplastiques qu'il y a à la surface. Et là, du coup, on remonte le filet mental et là, je suis très content parce que je vois qu'il y a des petites larves de poissons qu'on a attrapées dans le filet. Chacun son truc. Et ouais, je les porte toujours haut dans mon cœur, les larves de poissons, et donc je suis content de les voir. Patauger au milieu des plastiques? Ouais, voilà. C'est un peu la contrepartie, quoi, parce que du coup, elles flottent à la surface, proche des microplastiques, et elles se mélangent et on les trouve souvent ensemble. On compte aussi tous les déchets qu'on prélève dans le chalut. Parce il y en a beaucoup? Il y en a à chaque fois. Plus ou moins grande quantité, donc des fois ça va être un gros bout, des fois ça va être des canettes, des bouteilles. Au fond de l'océan, quoi, c'est ça. L'océan, mais on en trouve quand même quasiment à chaque fois. Ouais. Alors que vous êtes parfois, le filet va parfois à 400 mètres de profondeur. Il y a plusieurs centaines de kilomètres de la côte. Ça fait 2 semaines déjà que nous sommes en mer. Comme tous les jours, on met le filet à l'eau vers 8h. Mais au moment du virage, lorsque le filet remonte, vous avez bien suivi, hein, une grosse surprise nous attend. Il y a le capitaine qui voit que le filet se comporte pas normalement. En fait, quand il y a plein de poissons dans le chalut, donc dans le cul de chalut, c'est le bout, on va le voir flotter à la surface à l'arrière du bateau. Une fois que le filet est proche du bateau. Et là, il flotte pas normalement. On comprend pas ce qui se passe, mais vraiment il y a un truc bizarre. On se dit est-ce qu'il a cassé, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre, mais il y a quand même vraiment de la traction, donc il y a quelque chose de bizarre, quoi. Et en fait il remonte le chalut petit à petit, il se rapproche du bord, et en fait on se rend compte qu'il y a quelque chose d'énorme qui est dans le chalut. Et cette chose énorme n'est pas un tas de poissons, mais un seul poisson. On a pêché un requin pèlerin d'environ 10 mètres de long. Alors, c'est très impressionnant. Tout le monde est sur les fesses pour le déploiement. Personne sur le coup sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Les marins ils nous disent est-ce que vous voulez garder la pêche qu'il y a avec, donc les poissons qui vont avoir été pris dans le chalut. Nous les scientifiques on trouve ça tellement dingue en fait qu'on se dit non, il faut juste le remettre à l'eau le plus possible. Ah du coup celui-là il descendra pas dans la cale. Même si on avait voulu le rentrer dedans, il rentrait pas dedans. Parce qu'il est beaucoup trop grand, il fait 10 mètres de long, il se débat en plus un petit peu parce que là quand même lui il est jamais sorti de l'eau et il est enfermé dans un filet, donc vraiment pour lui ça va être très stressant. Oui, mais des coups de queue partout là, c'est impressionnant. Là il tape de tous les côtés, donc ça fait des bruits assez assourdissants quand il tape sur le pont. Donc, tout le monde doit faire hyper attention parce que là pour le coup c'est vraiment dangereux parce qu'un marin qui se prend un coup de queue comme ça, s'il se fait pas éjecter en dehors du bateau, en tout cas il serait sacrément sonné, quoi. Donc là c'est vraiment branle-bas de combat, et là les marins ils sont vraiment incroyables, ils accrochent le chalut, ils le traînent, ils arrivent à lui faire demi-tour, et ensuite ils choquent un petit peu, ils arrivent à remettre le requin pèlerin au-dessus de l'eau et à le libérer en quelques minutes. Donc il est resté sur le pont que quelques minutes, donc ça fait un énorme splash et il a disparu. Et là, petit moment de flottement, je sais pas si c'est les nerfs, mais tout le monde explose de rire.
On est euphorique. Alors c'est juste parce qu'on a vécu quelque chose qui est incroyable, même de tous les marins qui ont passé des dizaines d'années en mer, personne n'avait jamais vécu ça. De pêcher un si gros individu, de réussir à la fois mettre à l'eau, de l'avoir vu bouger, enfin vraiment, puis on l'a vu, on l'a très bien vu, quoi. Donc tout le monde est bouche bée, euphorique, et tout le monde est du coup ensemble, dehors, sauf la personne qui est en charge sur la campagne du suivi des requins. Elle l'a loupé. Elle était dans sa cabine. Les boules. Et pas de chance, elle a raté tout ça, ça a été tellement vite en fait que ceux qui n'étaient pas un petit peu dehors ou qui n'ont pas vu qu'il se passait quelque chose, ils ont raté toute la scène. Et on est chanceux. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que ça, on a continué d'en parler pendant des jours et des jours après, parce que même aujourd'hui, on ne s'est toujours pas complètement remis de l'expérience que c'était d'avoir vécu ça. Quelques jours plus tard, un autre événement va venir perturber l'équipage. Depuis ce matin, un son résonne dans tout le bateau et impossible de trouver son origine. On cherche, on va dans les cales, dans le moteur, à l'avant, dans les pièces qui sont techniques, qui ne sont pas utilisées, on fait le tour. Mais où qu'on soit dans le bateau, on entend un tut extrêmement régulier depuis des heures. Il n'y a rien à l'horizon, on voit rien autour, il n'y a pas de... Et personne ne sait ce que c'est, donc là on se retrouve le midi, tout le monde parle de ça, vous avez une idée de ce que c'est? Non, jamais entendu ça, c'est pas le moteur, ça n'a pas l'air de venir du bateau. Ça doit venir de l'extérieur, mais on est à plusieurs centaines de kilomètres de la côte, c'est quand même vraiment bizarre. Du coup, l'équipage décide de mettre un Zodiac à l'eau, donc on met le bateau à l'arrêt. Et je dis on évidemment, c'est l'équipage, c'est pas nous. On descend un Zodiac et il y a 2 personnes qui vont partir avec une petite caméra au bout d'une perche pour filmer, pour faire tout le tour de la coque, pour filmer, pour voir s'il y a quelque chose qui aurait pu se fixer, essayer de comprendre l'origine de ce bip, et il n'y a strictement rien. La coque est parfaite. Il n'y a aucun problème, les hélices fonctionnent vraiment. Il y a ce bip qu'on entend qui vient de quelque part et impossible de savoir d'où ça vient. Et on a peut-être eu la réponse le lendemain. On croise un navire de guerre au loin, mais on repère bien que c'est un navire de guerre. Et on suspecte que les bruits qu'on entendait, c'était un signal militaire pour essayer de... On ne saura jamais ce qu'ils en faisaient, mais en tout cas qui s'émettait à des centaines de kilomètres à la ronde pour faire quelque chose, mais on ne saura jamais ce que c'était. Repérer un sous-marin peut-être? Potentiellement, d'autant qu'il y avait peut-être un bateau de la marine française qui escortait un bateau militaire étranger pour passer dans la zone. Donc il s'est passé des choses, mais on n'aura jamais su quoi. On n'a rien pêché, on n'a pas attrapé de sous-marin dans le chalut, donc on saura jamais ce que c'était. La mission touche à sa fin et le chef, encore une fois, nous prépare un repas de roi. Franchement, c'est vraiment top. L'ambiance est géniale et en plus, c'est très cool. Il y a un marin qui chante super bien. Un des lieutenants du bord, donc les lieutenants, c'est ceux qui sont hauts dans la hiérarchie, mais qui sont sous le second. Donc il y a le capitaine, le second et le lieutenant qui étaient assez souvent avec nous, soit quand on mangeait le soir, soit des fois ils venaient jouer aux cartes avec nous pendant les soirées. Et la révélation. Et en fait, il a amené sa guitare et il joue incroyablement bien et surtout, il chante. Et vraiment, c'est fabuleux cette ambiance où on voit tout le monde qui se retrouve autour de ces chansons comme ça, dans une ambiance un peu mythique. On a l'impression d'être à la grande pêche des années 50 et on est tous là à écouter ces chansons qui racontent des histoires. Enfin, il y a une fusion, il y a plus de différences scientifiques, marins et tout ça, et c'est vraiment un très très beau moment pour finir cette campagne qui était quand même particulièrement incroyable. Moi j'ai 15 ans. À mon âge, c'était quoi votre rêve? J'ai eu la chance quand j'étais petit de partir vivre sur un voilier pendant 2 ans avec mes parents.
Et en fait, pendant ces 2 ans-là, on a rencontré 2 océanographes. J'avais 12 ans et je me suis dit, je vais absolument faire ça plus tard. Et du coup, j'ai jamais changé. Donc en fait, depuis assez longtemps, mon rêve, c'est à peu près ça, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi votre rêve ? Je sais pas si c'est mon rêve, mais je trouve que notre société, notre monde part dans tous les extrêmes. Et en fait, je pense qu'il y a un peu un juste milieu qu'on peut avoir. On peut continuer de vivre sur notre planète en ayant une utilisation un peu plus réfléchie, un peu plus équilibrée de nos ressources. Et si je pouvais contribuer à ma petite échelle à apporter ça pour le domaine de la pêche et espérer que ça se développe dans le reste des domaines, je pense que la planète restera habitable un petit peu plus longtemps pour les générations futures. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par Mac One New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.